Vous êtes délégué général de SES Éducation et vous publiez ces jours-ci un rapport choc sur l'éducation à la sexualité à l'école. Alors pendant plus d'un an, vous avez rencontré des parents, des professeurs, des directeurs d'établissement, des personnels de santé. Vous dressez un constat que vous jugez inquiétant sur plusieurs points dans cette enquête. On va y revenir en détail. D'abord, je voudrais que l'on revienne sur ce qu'il s'est passé jeudi soir, si vous le voulez bien, à Passé en Ille-et-Vilaine. Vous étiez invité par une association locale à donner une conférence sur le thème de la sexualité de l'enfant à l'école, sauf que cela ne s'est pas passé comme prévu. On va voir d'ailleurs cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez été prise à partie par des manifestants. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, pas grand-chose. Je crois que je suis pas la première à qui ça arrive. J'ai été invitée donc pour présenter le travail que nous avons accompli avec des médecins, des pédopsychiatres, un travail documenté qui se réfère à la science, qui s'intéresse à l'intérêt de l'enfant, qui pose la question de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire du point de vue exclusif de l'intérêt des enfants, de leur développement cognitif, affectif. Et puis, on a donc des syndicalistes de Sud Éducation, de la CGT, des militants du planning familial qui ont donc entravé la liberté d'expression. Donc cette association, qui est une association qui m'a invitée pour que je présente mon travail, il y a des gens qui souhaitaient venir être informés et débattre. Ces gens ont empêché le débat. Pourquoi voulaient-ils vous empêcher de parler ? Comme vous l'écoutez dans leurs propos, le fait de poser la question de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire serait, de leur point de vue, être facho, être réactionnaire, être catho. Ces personnes que j'ai invitées à débattre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre position a été de dire, vous pouvez vous installer, vous écoutez la conférence, il n'y a pas de problème, et on débat. On débat sur des arguments. Est-ce que vous avez pu dialoguer ? Pas du tout. Alors, on a pu dialoguer après, a posteriori, on est sorti, on a fini un peu, on a fait un rassemblement, on a pu poser des questions et débattre avec certains, mais ces militants-là, en tous les cas, ont refusé le débat et ont tenu des propos, des insultes, des propos d'ailleurs de nature diffamatoire, puisque nous allons porter plainte. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça traduit bien la situation actuelle d'une minorité, parce que on avait beaucoup d'enseignants aussi qui sont venus nous voir, qui nous ont dit avoir honte de ce qui s'était passé, avoir honte du comportement de ces syndicats enseignants qui sont censés quand même représenter les enseignants, et c'est vrai qu'ils ont donné l'image de personnes qui refusaient le débat. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas débattre de ces sujets ? Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une prise en main dans l'école d'une posture politique dont l'enfant, finalement, est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à travers l'enfant, on attaque les idées des parents. Voilà. Et on a bien vu que les propos qui étaient tenus par ces gens hier soir étaient de traiter les gens qui posaient la question de l'éducation à la sexualité d'homophobes, de fascistes, alors que justement, et un certain nombre de personnes qui étaient venues pour la conférence les ont pris à partie en leur disant, mais c'est pas nous les fascistes, c'est vous, puisque c'est vous qui refusez le débat qu'on vous propose. J'ai eu une discussion avec une personne qui me posait des questions assez techniques sur le sujet et qui avait une position différente. Nous n'étions pas d'accord sur un point précis. Et je lui dis, écoutez, si vous voulez, moi je vous invite à notre comité d'experts qui est constitué de médecins, de pédopsychiatres, de gynécologues, enfin vraiment un corpus de professionnels de médecine, si vous voulez, spécialisés sur ces questions-là. Et je dis, moi, je vous invite à participer à notre comité d'experts, posez la question sur laquelle vous avez une position a priori, et vous avez l'air de me dire que vous avez des études qui sont probantes, il n'y a pas de souci, moi je vous invite, et vous nous présentez vos études avec nos experts, et si effectivement vous estimez que sur un point, on doit préciser quelque chose, moi je m'engage à ce qu'on le précise. Notre note est une note qui est accessible en numérique, qui est gratuite, qui est en accès libre, donc on peut la modifier si quelqu'un nous amène un argument probant, et elle a refusé cette invitation, là aussi, si vous voulez. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que les parents puissent avoir accès à une information, qui est celle que nous, on a choisi de produire. On a passé 1 an à produire ce travail. On a toujours dit dans tout ce qu'on fait, d'ailleurs, qu'on est ouvert à des critiques à partir du moment où elles sont argumentées, qu'elles se fondent sur la science et pas sur les idéologies. Moi, j'invite tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui
possèdent des informations documentées, à les inviter dans notre comité d'experts pour débattre de ce qu'ils auraient à apporter comme preuves différentes. Mais aujourd'hui, quand on propose ça, eh bien, personne ne veut venir. Alors justement, Sophie Odigion, on en vient au fond. Cette longue étude détaillée que vous publiez ces jours-ci. D'abord, un mot peut-être sur l'origine de ce travail. Cela remonte en 2019. Vous aviez été alerté par un coup de fil reçu par une grand-mère sous le choc. Que s'est-il passé ? Oui, alors, si vous voulez, je me suis rappelé de cet événement-là quand finalement la note était finie et que je souhaitais en faire une introduction. Et en fait, c'est vrai qu'en 2019, on a été appelé par une grand-mère qui venait de récupérer son enfant. Il y a beaucoup de grands-parents qui aident les parents et donc qui vont chercher les enfants à l'école. Et son petit fils, qui sortait de maternelle, qui est en maternelle, lui raconte il avait pas compris, il avait moulé un clitotruc. Donc lui va dire clitotruc. Et donc là, la grand-mère est stupéfaite. Elle se dit mais c'est pas possible, il doit dire n'importe quoi. Et elle se renseigne. Et effectivement, une association était venue faire des moulages de clitoris à des élèves de maternelle. Maternelle, c'est quel âge ? Là, il avait 5 ans. Il avait 5 ans, le petit. Et donc, ce moment-là, nous, on est assez stupéfaits. On n'a pas encore beaucoup de gens qui nous appellent. On savait qu'il pouvait y avoir des dérives, mais on ne pensait pas que ça prenait des formes aussi importantes. Et là, on a eu un réflexe qui était de se dire, bon, ça doit être un fait divers, c'est la faute de cette association, etc. Et puis, on a vu des associations, que ce soit SOS Homophobie, le SIDAction et le Planning Familial, qui ont annoncé qu'ils allaient attaquer l'État pour la non-réalisation des 3 séances obligatoires d'éducation à la sexualité. Et puis Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale, qui annonce qu'il veut faire de l'éducation à la sexualité sa priorité et qui demande à chacun des établissements scolaires, notamment en primaire, de réaliser. Et il va même jusqu'à dire il y aura un rapport annuel pour que vous prouviez que vous l'avez fait. Est-ce que vous l'avez alerté, Pape Ndiaye ? Alors oui, mais avant cela, on a vu une augmentation des dérives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a annoncé que c'était sa priorité, qu'il exigeait que ce soit réalisé, un certain nombre d'associations militantes ont pris le sujet à bras-le-corps, si j'ose dire, parce que dans les établissements scolaires, plusieurs enseignants ou plusieurs infirmiers ne voulaient pas faire ça, évidemment. Et donc là, on a reçu plusieurs dérives. Des dérives graves, avec des propos qui étaient tout à fait inadaptés à l'âge des enfants. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple, pour le plaisir, on peut caresser les testicules d'un garçon. Le garçon peut faire l'amour tout seul. Il prend son zizi, il presse et le sperme sort. On peut choisir. On est libre de choisir qui on est. On peut choisir si on est une fille ou un garçon. C'est nous qui choisissons. Ça, c'est quelque chose que l'on dit aujourd'hui en maternelle. Alors, ce que je vous cite, c'est plutôt en CM1, CM2. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est important ou bien est-ce que ça reste assez localisé ? Alors, c'est difficile à évaluer. C'est pas localisé puisque nous, on a commencé à avoir un certain nombre de témoignages de parents qui étaient d'écoles différentes, sur des territoires différents, donc dans plusieurs des départements de France, etc. Donc, on a commencé par faire des courriers, c'est-à-dire qu'on a écrit au ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, chaque cas qu'on avait, donc qui représentait tout un ensemble d'écoles, évidemment, à chaque fois. Hein. Et nous n'avons eu aucune réponse. Et donc, à la 4e alerte, on s'est dit, ça sert à rien, a priori, ça ne les intéresse pas. En sachant, je crois que c'est important quand même de préciser à nos téléspectateurs que le cadre juridique, la circulaire qui permet de mettre en œuvre, ne l'autorise pas. C'est-à-dire que c'est hors cadre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler, de donner des informations à caractère sexuel, stricto sensu. C'est interdit. Mais quand ça se fait et que vous le dénoncez, personne ne bouge. C'est-à-dire c'est la stratégie du pas de vague. Donc on s'est dit, il y a un problème qui est beaucoup plus important, beaucoup plus grave, et on doit faire un travail d'explication scientifique sur pourquoi c'est dangereux pour les enfants, en quoi ça entrave leur développement cognitif et psychique, et comment il faut réhabiliter finalement une reprise en considération du sujet. Vous avez rencontré beaucoup de parents, notamment dans le cadre de votre enquête. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela ? D'abord, est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous nous rapportez ? Alors, évidemment, les parents sont de plus en plus au courant et s'informent de plus en plus, mais ça reste quand même, effectivement, vous avez raison, une minorité. Nous, on avait fait un sondage avec l'IFOP dans le cadre de notre baromètre que nous réalisons tous les 2 ans, donc en septembre dernier, et les parents d'élèves, à 70%, sont contre qu'on parle d'éducation à la sexualité à l'école, en tous les cas, en primaire. Alors, en collège et lycée, c'est un peu pareil, mais c'est un peu plus important en primaire. Vous avez rapporté des petits bonhommes en carton. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des choses dont on se sert à l'école ? Alors non, ce ne sont pas des choses dont on se sert à l'école. Par contre, il y a tout un ensemble de sites
qui sont conseillés notamment dans un outil qui s'appelle EduScol, qui est en fait un centre de ressources éducatives pour les enseignants. On va les montrer, les petits cartons en voilà, question. Je vous laisse. Voilà, donc ça, c'est des petits cartons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des personnages qui sont utilisés sur un site qui s'appelle onsexprime.fr. D'accord. Et donc, qui est en accès normalement déconseillé aux moins de 10 ans, mais c'est en accès libre. Et donc, c'est une ressource pédagogique. Hein, donc, sur le site sur ce site internet, vous aurez le logo République France, Santé publique France. Hein, donc, c'est certainement avec nos impôts que ça s'est payé. Et du coup, vous avez tout un ensemble d'explications sur les pratiques sexuelles. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Et donc, les jeunes, ce qui pose problème, déjà, c'est qu'un enfant de 10 ans peut se promener sur un site internet qui est conseillé par des enseignants, puisqu'il est sur le site EduScol, donc de ressources pédagogiques. Et puis, il va pouvoir naviguer, il va pouvoir choisir de regarder quelle pratique sexuelle il veut découvrir. Et donc, là, vous avez d'abord plusieurs choses. D'abord, vous avez pénétration vaginale, sexe oral ou pénétration anale. Vous avez ça qui est fait avec des dessins qui sont des dessins très imagés. En l'occurrence, là, ce sont des fruits. Donc, figues, bananes, fraises, oranges. Puis après, vous avez ces personnages. Hein, donc, un personnage qui est couleur jaune, un bleu et un rose. Et ces personnages sont mis en scène dans un certain nombre de pratiques sexuelles. Donc, vous avez la fusion totale, à califourchon de face, à califourchon de dos, le bateau ivre, les cuillères, la levrette et le missionnaire. Donc, ça a des enfants qui sont des enfants prépubères. Donc, la conséquence, elle est très simple. Hein, c'est que vous entravez le psychisme de l'enfant, faites une effraction psychique de l'enfant. Et en fait, c'est comme un viol psychique. Et ça, il me semble que c'est très important de rappeler que l'enfant a un processus de développement à la fois affectif au départ, quand il est tout petit, hein, ensuite cognitif, pendant la période de latence, entre 7 et 11 ans, où effectivement, c'est là qu'on se centre sur les apprentissages fondamentaux. Le registre du sexuel n'est pas dans la sphère de ces enfants à cet âge-là. Et puis après, au moment de la puberté, où les enfants vont se développer et où il va falloir les accompagner pour leur éducation à la sexualité. Mais l'accompagnement d'éducation à la sexualité, c'est aux parents de le faire. Aux parents de le faire, évidemment, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'adolescence, où à un moment, il va se prendre de la distance avec sa famille, et c'est bien normal. Mais surtout, l'école n'a pas à avoir un rôle, si vous voulez, de diffusion de valeurs sur la sexualité aux enfants. Je veux dire, ce n'est pas le rôle de l'école. L'école est là pour instruire, elle doit instruire sur des savoirs. Elle n'a pas à diffuser ou à propager des idéologies, que ce soit l'idéologie de la sexualité infantile, qui est une idéologie, ou l'idéologie du genre ressenti, qui nie la réalité du sexe biologique. Et pourtant, l'éducation à la sexualité est une obligation légale, elle est mentionnée dans le Code de l'éducation. Est-ce que ce rôle revient exclusivement à la famille? Alors, oui, le rôle de l'éducation à la sexualité doit revenir à la famille, jusqu'à évidemment l'âge post-puberté, c'est-à-dire en gros vers 12-13 ans, c'est-à-dire la classe de 4e, ce qui était d'ailleurs le cas avant. C'est-à-dire que l'éducation à la sexualité, c'est pas nouveau. En 73, elle se faisait principalement au lycée. Depuis 2001, c'est une obligation légale. Mais le registre, jusqu'alors, était un registre de prévention et était un registre de biologie. C'est-à-dire, c'était la reproduction dans des cours de SVT et on informait les jeunes sur les risques de grossesse, les risques de maladies sexuellement transmissibles. On a changé de paradigme, notamment avec les standards d'éducation à la sexualité qui ont été produits par l'OMS et appuyés par l'UNESCO, qui considèrent que la sexualité doit être abordée comme un élément de la santé, un élément d'une santé positive. Et en fait, on n'est plus dans de l'éducation à la sexualité préventive, on est dans une approche sociétale, on est en train de forger un éco-sexo-citoyen. Et ça, c'est plus du tout le même engagement, même vis-à-vis de l'école et vis-à-vis du respect de l'autorité parentale. Vous évoquiez tout à l'heure Pape Ndiaye, le prédécesseur de Gabriel Attal, qui avait saisi le 23 juin 2023 le Conseil supérieur des programmes pour élaborer pour chaque niveau d'enseignement une proposition de programme précisant les thèmes et les notions qui devront être abordés. Nous avons entendu tout à l'heure également Gabriel Attal qui s'exprimait également sur cette question, ce programme d'éducation sexuelle et relationnelle à l'école. À quoi faut-il s'attendre? Alors, d'abord, effectivement, vous avez passé Gabriel Attal, donc qui lui a déjà, a priori, le rapport du Conseil supérieur des programmes, qui n'est pas encore sorti publiquement. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve qu'il n'y avait aucun programme écrit. C'est-à-dire qu'on a des intervenants qui sont des intervenants extérieurs, des militants, des gens qui ne sont pas formés au développement de l'enfant, qui réalisaient des séances d'éducation à la sexualité sans qu'il n'y ait aucun programme formel d'établi. C'est important de le rappeler quand même, d'accord? Ça veut dire qu'ils lisent ce qu'ils veulent.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Alors, il y a une circulaire qui dit des choses, comme je vous le disais, qu'il ne peut pas y avoir normalement de registre sexuel stricto sensu en primaire, mais quand il y en a, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de prise en charge même des enfants des conséquences de cette intrusion et de cette effraction psychique. Donc, le Conseil supérieur des programmes a engagé un travail. Nous l'avons contacté dès que Papendia lui a écrit. Nous avons écrit un courrier pour expliquer les troubles psychiques et le travail que nous faisions avec des médecins. Nous avons été auditionnés par le Conseil supérieur des programmes. Nous sommes venus avec les trois médecins du comité d'experts. Nous avons présenté nos travaux et nous attendons avec impatience si effectivement le Conseil supérieur des programmes aura pris acte des éléments formels, factuels, biologiques sur le développement de l'enfant, le développement cognitif, le développement psychique, le développement affectif et le développement sexuel. Et toutes les mesures que nous avons proposées, nous avons fait 130 recommandations qui intègrent à la fois ce qu'on doit faire vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire le primaire, mais également ce qu'on doit faire vis-à-vis des adolescents qui sont en grande souffrance aujourd'hui avec une santé scolaire totalement absente. Merci beaucoup. Évidemment, nous resterons vigilants sur cette actualité. Merci beaucoup, Sophie Auduget, déléguée générale de SOS Éducation, et votre rapport que nous évoquions et qui est à retrouver bien sûr en ligne sur le site internet de votre association.